Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier briefing des marchés de la semaine du 7 mai 2020. Étant donné que demain est un jour férié, ce sera le dernier briefing des marchés et on se retrouvera lundi ensuite pour faire un nouveau point sur l'actualité des marchés. Alors avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, focus marché, en commençant par les bourses européennes qui ont terminé, on va dire, en repli mercredi au terme d'une séance un peu plus hésitante. On a eu l'accumulation de mauvais indicateurs et aussi la baisse des cours du pétrole ayant eu raison sur l'optimisme et sur un retour, bien sûr, progressif à la normale de l'économie. Effectivement, sur le front macroéconomique, on a eu la publication des indices, comme je vous le disais hier, des PMI des services composites de la zone euro, confirmant sans surprise, comme vous le savez, eh bien, la baisse à un niveau historique de l'activité qui montre, comme je vous le disais, en dessous de 50, un niveau de contraction du secteur. Mais là, on a atteint des niveaux historiquement bas. Donc, ça montre à quel point l'économie, les pays sont à l'arrêt. Par ailleurs, on a eu aussi les commandes à l'industrie allemande qui, elles, ont plongé de 15,6% en mars, le repli le plus marqué en fait depuis l'introduction de cette statistique en 1991. Pareil, on voit tout de suite que l'impact du coronavirus sur l'économie allemande eh bien, est assez flagrante quand le pays est complètement paralysé. Côté US, Wall Street a aussi terminé sur une note mitigée, on va dire, puisque la progression des groupes technologiques ayant contrebalancé encore une fois en toute fin de séance par les propos de Donald Trump. Comme d'habitude, on a eu Donald Trump mettant en doute eh bien, la pérennité de l'accord commercial signé en début d'année avec la Chine. Les prises d'initiative sur le marché ont aussi été limitées après la publication de l'enquête mensuelle du cabinet ADP sur l'emploi, qui a montré que le secteur privé aux États-Unis avait détruit plus de 20 millions d'emplois en avril, euh, un niveau sans précédent en fait, sous l'effet, comme vous le savez, de la fermeture des entreprises pour tenter d'enrayer la propagation de la pandémie de coronavirus. Toutefois, le déconfinement se poursuit aux États-Unis, pays le plus touché par la pandémie, avec près de 72 000 morts pour plus de 1,2 million de cas. La Californie doit notamment commencer à assouplir certaines mesures à la fin de la semaine. Enfin, pour terminer, le catalyseur de la semaine sera le fameux rapport officiel sur l'emploi non agricole aux États-Unis, le NFP, qui sera publié demain à 14h30. Pour rappel, le consensus établi par Reuters table sur 22 millions d'emplois détruits sur le mois dernier. Donc, on risque d'avoir des dégâts et ça va là, vraiment montrer à quel point eh bien, aux États-Unis, malgré des indices qui continuent de monter, du moins pour le Nasdaq surtout, qui est quand même dans le vert depuis le début de l'année, euh, le consensus table quand même sur un chômage à 16%. Donc certes, ce chômage-là va diminuer, mais il ne faut pas croire que c'est que des personnes du secteur ouvrier ou du secteur on a aussi des ingénieurs de la Silicon Valley qui ont été licenciés, des ingénieurs que ce soit dans Uber, Microsoft, Apple. Et donc pour le moment, le marché ignore absolument ces pertes d'emploi et pense que le redémarrage va être rapide. Certes, le chômage ne va pas rester à 15%, mais il ne va pas redescendre non plus du jour au lendemain à 3,5 comme il était avant. S'il redescend à 10, ce sera déjà bien, mais on aura quand même un taux de chômage à 10%. Et pour rappel, le taux de chômage en 2008, durant la crise des subprimes, était monté aux alentours de 10%. Là, on s'attend à un chômage entre 15 et 16%. Donc, on est déjà à un autre niveau.
et des indices qui continuent à avancer, du moins les indices américains, avec des œillères en se disant toujours le pire est derrière nous. Production industrielle allemande. Donc ce matin, on a pris aussi connaissance de cet indicateur. Donc la production industrielle allemande a connu une chute historique en mars. On est tombé à moins de 9,2%. Donc pareil, record, une nouvelle fois. Ce chiffre comprend la production dans les secteurs de la fabrication, de l'énergie et de la construction. Il s'est effondré bien sûr de 9,2% en mars par rapport à février et la production industrielle, elle, a chuté de 11,6% en glissement annuel. Donc oui, les investisseurs se disent le point bas sur tous ces chiffres, que ce soit les PMI, la production, le point bas a été fait. Certes, le point bas a sûrement été fait, étant donné que le pays était à l'arrêt et que l'activité économique va reprendre. Mais c'est pas pour autant, on n'a aucune certitude qu'on va repasser en territoire positif derrière. Ou du moins essayer de remonter la pente. Alors oui, on va remonter la pente, mais on aura sûrement, on est en récession. Donc ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps avant que l'activité redémarre à plein régime, mais pour le moment, en fait, les investisseurs se disent non, ce n'est qu'une baisse rapide et soudaine. Et derrière, ça va repartir puisque les banques centrales sont en soutien, on a des liquidités et que l'activité va, quoi qu'il arrive, repartir dans l'immédiat. Non, je ne pense pas que l'activité va repartir aussi vite qu'espéré. Ça va être un retour de l'activité, mais on aura des mesures barrières. On va avoir donc la production va forcément être impactée et on n'aura pas un retour aussi rapide de l'activité économique. De ce fait, on a pu constater en fait ces dernières semaines un certain enthousiasme et optimisme de la part des investisseurs qui pensent que ça va repartir de plus belle, alors que je ne suis pas aussi, je ne pense, enfin du moins je ne suis pas de cet avis-là. Les dégâts sont présents, l'impact est là et le redémarrage va être long. On a quand même des licenciements que dans plusieurs secteurs, que ce soit les secteurs de l'énergie, de la production, dans le domaine de l'aéronautique. Et il ne faut pas croire que parce qu'on a les banques centrales, que les banques centrales vont résoudre tous les problèmes qu'on rencontre actuellement et que les entreprises, malheureusement, qui n'avaient pas suffisamment de trésorerie, eh bien, vont faire faillite et vont devoir mettre la clé sous la porte. Pour faire un parallèle avec ce que je dis, ici on a les prévisions de PIB de Barclays pour la zone euro, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la France. Donc comme vous pouvez le constater, les prévisions de PIB sont toujours en chute libre. Barclays a même ramené le PIB allemand de 2020 à moins 9,9, alors qu'avant on était quand même à moins 4,5, donc soit plus du double des perspectives précédentes. Pour une base qui était de 4,5, là on passe à moins 9,9, malgré une réouverture progressive de l'économie. Pourtant, l'économie, là, on approche de la fin du confinement. Et pourtant, on a quand même des établissements qui disent non, on revoit encore à la baisse parce que les nouvelles normes sociales et l'augmentation des coûts de reprise pourraient en fait entraver l'activité, tout simplement. Et donc là, on sera à moins 9,9. On était pour 2021 à 4,8. Du moins à 5,7, on passe à 4,8 quand même. Non, révisé pardon, à 5,7. On était avant à 4,8, il révise à 5,7. Là, ça révise à la baisse. Pour la France, c'est plutôt pas mal. Bon, on passe quand même de moins 6,1 à moins 10,5. Et là, les révisions sont plutôt bonnes pour la France, étant donné qu'on était à 4,5 et qu'on passe à 9,3.
Et en zone euro, voilà, c'est le double, hein. En zone euro, moins 5,5 et on passe à moins 10,1 pour une reprise espérée en 2020 à 7,5 au lieu de 4,5. Mais ça révise à la baisse, ça révise à la baisse. Et encore une fois, hein, je me répète, mais on parle souvent en bourse, on dit voilà, on a de l'excès, on a de l'euphorie sur les marchés, et quand il y a de l'euphorie sur les marchés, eh bien en général, c'est pas forcément un bon signe pour acheter. Et là, on a de l'optimisme, on a un excès d'optimisme de la part des investisseurs actuellement qui pensent que le pire est derrière nous. Et de toute façon, encore une fois, les banques sont là et les injections de liquidités vont sauver les entreprises et les marchés. Non, on a beau avoir des injections de liquidités, mais si derrière ça suffit pas, c'est pas le contribuable qui profite des injections de liquidités de la part de la Banque centrale et de la Fed, c'est les marchés. Donc si derrière l'humain n'est pas au rendez-vous et ne peut pas être présent et au rendez-vous pour participer à cette reprise économique, comment voulez-vous que on ait un redémarrage de l'économie en V, comme ce qui est actuellement le cas sur les indices? Donc ça me laisse perplexe malgré ces prévisions qui sont quand même hallucinantes. Mais force est de constater que on va avoir il y a un choc, il y a un véritable choc et une récession profonde qui est en train de s'installer et que beaucoup ignorent parce qu'ils pensent que c'est un phénomène éphémère et que derrière, ça va repartir. Et je n'en suis pas si sûr quand je vois les dégâts qu'il y a actuellement aux États-Unis et même en Europe et qu'on voit aussi des commerces qui disent que la reprise va être longue et douloureuse, étant donné que certains n'avaient pas forcément autant de trésorerie que ça, et qu'ils risquent quand même de devoir mettre la clé sous la porte, malheureusement. Passons au graphique avec le CAC 40. Alors, concernant le CAC 40, bon, encore une fois, il ne se passe rien. La semaine a été complètement ennuyeuse sur les indices, je trouve, à part lundi où ça a lâché, mais comme vous le savez, c'était dû, voilà, nous, c'était le 1er mai vendredi, donc les États-Unis, eux, c'était pas fermé, donc on a eu l'énorme gap lundi parce que les US ont chuté, donc à part ça, mais il se passe rien, on s'ennuie complètement. Alors, j'ai toujours pas changé mon fusil d'épaule hein, concernant mon avis sur le CAC 40, étant donné qu'on a un chandelier ici de retournement qui n'est pas du tout invalidé, qu'on est toujours sous les 4006, qu'on est capé sous un plafond de verre à ce niveau-là depuis un mois, et que là, il ne se passe rien parce que les bourses européennes sont incapables de prendre une direction claire sans les États-Unis. Et puis, les indicateurs, l'Ishimoku nous confirme encore une fois ce que j'explique. On est prisonnier entre un nuage, une Kijun, une Tenkan, une résistance. Donc, il se passe rien, il se passe rien. Le marché est complètement mou. Alors certes, on prend 1%, mais on prend 1%, on en perd un, on prend 1%, on en perd un, et il se passe rien. Vous pouvez voir ce graphique. Voilà, la Kijun empêche plus de baisse, le nuage empêche plus de hausse, la Tenkan aussi, la résistance. Bon, bah, si je prends du recul, je vois que c'est ce chandelier-là qui me dit bon, bah là, on a quand même eu un signal de baisse. On avait du volume en plus, on avait énormément de volume. Donc, il nous faut un catalyseur. Derrière, il faut que ça parte. Et le catalyseur, ça risque d'être le NFP de vendredi, même si on a 16% de chômage quand même si on attend 15% au lieu de 16, je suis désolé, mais c'est quand même pas un très bon chiffre, ce serait un record quasiment dans l'histoire, et ce serait du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Hein, il faudrait remonter quasiment en 29, en période de grande dépression boursière, pour avoir des chiffres aussi mauvais. Mais là, à court terme, pas grand-chose à dire, pas grand-chose à dire, si ce n'est que bon bah ça latéralise, mais on est capé. On est capé. Ici, on s'est offert le luxe de sortir au-dessus des 4006. Bon, on est vite revenu à la réalité derrière, et pour le moment, on est prisonnier, on est prisonnier.
un retour à 4000 me semble légitime, moi, dans ce que je vois là. En tout cas, on a du gap qui est laissé ouvert, on a un chantier de retournement. Un chantier de retournement, eh bien, c'est pour déclencher une vague baissière. Là, on n'a rien déclenché du tout. On a juste gapé, mais en général, on attend quand même une correction un peu plus poussée. Donc, au moins les 4002, voire les 4000 points. Et ce scénario sera invalidé si on repasse au-dessus des 4650. Mais pour le moment, il se passe absolument rien. La semaine a été complètement léthargique sur les indices européens, une nouvelle fois. Donc, espérons que les États-Unis, les indices US réussissent un peu à donner un peu de carburant, de peps dans ce marché complètement mou. Le DAX, hein, c'est la même chose, même constat, hein, on gap, on prend plus 1, moins 1, plus 1. Inintéressant, prisonnier dans un nuage, on est capé avec la Tenkan, Kijun qui bloque, complètement dans le nuage, Shiku qui est buté, qui bute, voilà, qui s'approche de la Kijun, qui empêche un peu un mouvement, voilà, une impulsion ou ce que vous voulez, un mouvement un peu plus baissier. Mais on a un chantier de retournement hein, sur résistance ici qui tient, on avait du volume, il n'est toujours pas invalidé. Le scénario, là on a une résistance à 10 820. Et pareil, hein, si je reprends mon Fibonacci et que je cherche des niveaux de prix intéressants, si je prends le rebond de Fibo, eh bien c'est d'aller au moins chercher voilà, les 10 000 points. Le gap qui est laissé ouvert ici, puis en cas d'accélération, ce serait 9 755. Et scénario invalidé si on repasse au-dessus des 11 410. Mais pour le moment, le marché est incapable de prendre une décision tout seul, du moins les bourses européennes sont incapables de se dire ce qu'il faut baisser ou ce qu'il faut monter. Comme d'habitude, hein, la locomotive de l'économie, ça reste les États-Unis, et c'est pas l'Allemagne, et c'est pas la France. Voilà, on fera le point à partir de lundi, étant donné qu'on aura eu le NFP, donc on aura eu le fameux catalyseur, on aura eu le week-end aussi. On sera logiquement en période de, voilà, ce sera la fin du confinement. Donc, bon, est-ce qu'on aura des espoirs, un retour à la réalité ou essayer de reconnecter les fondamentaux avec ce qui se passe actuellement? Mais pour le moment, la semaine a été complètement inintéressante sur les indices, si ce n'est qu'on a eu, voilà, mais en fin de semaine dernière, ce chandelier de retournement qui doit quand même nous mettre en alerte sur la possible fin d'un rebond technique. Le Dow Jones, ça tricote. Ça tricote l'indice américain une nouvelle fois. Hein, voilà, je l'ai pas mise, mais on a la moyenne mobile 200 hein, hebdomadaire qui passe au-dessus. On a Kijun, on a le plat ici, on a Tenkan. Enfin, on est sur un gros niveau. Ça fait 1, 2, 3, 4 semaines qu'on travaille et on n'arrive à rien. Ça monte, ça baisse, ça remonte, ça patine. Ça patine pour le moment. On est sur un gros niveau. Vraiment, ici, on voit que ça temporise. Et en journalier, même constat. Même constat, il se passe absolument rien d'intéressant. Prisonnier entre un niveau de support, le haut du Kumo, la Tenkan, la Kijun qui est juste en dessous, puis on travaille ça depuis un an, un mois maintenant. Un mois qu'on travaille ce gros niveau et que c'est une énorme bataille et qu'il faudra casser le plus haut pour aller chercher les 25 390. Mais par contre, si on repasse sous les 23 320, eh bien, on a du gap à venir chercher. Mais c'est un marché un peu ennuyeux, je trouve, actuellement. Les indices, il ne se passe pas grand-chose. Les fondamentaux ne sont pas forcément connectés à la réalité actuelle. Comme je vous le disais, hein, le niveau de valorisation ici, hein, on est sur des niveaux de valorisation qui correspondent au mois de janvier 2019. Alors qu'en janvier 2019, on n'avait pas possiblement un taux de chômage à 15%, 20 millions d'Américains qui demandent des allocations chômage, le PIB de la zone euro qui pourrait tomber à moins 10,9% au deuxième trimestre. Enfin, on n'était pas du tout dans cette optique-là, on n'avait pas une crise du Covid-19, on n'avait pas une récession mondiale historique qui est en train de se mettre en place. On avait un taux de chômage à 3,5%, un PIB américain à 2,1%. Là, on est sur un PIB américain au premier trimestre à moins 4,8%.
Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ce niveau de valorisation qui n'est pas connecté du tout à la réalité actuelle des marchés. Les marchés survalorisent actuellement enfin, du moins les investisseurs survalorisent le marché action qui est beaucoup trop haut actuellement. Si, voilà, si on doit rapprocher du moins les fondamentaux avec le technique nous montre qu'on est sur un même niveau enfin, on retrouve le niveau de valorisation de janvier 2019. Mais les fondamentaux nous disent qu'à cette époque-là, eh ben, on n'était pas du tout dans la même situation qu'ici. Et j'ai du mal avec un rebond, oui, mais un rebond aussi puissant et un Nasdaq qui inscrit des plus hauts historiques, quasiment, enfin pas des plus hauts historiques, mais qui est positif sur l'année, comme vous pouvez le voir. Voilà, un Nasdaq, on est, pour rappel, on est quand même voilà, on est à 8% des plus hauts historiques, à 8% des plus hauts historiques sur le Nasdaq, donc too big to fail. En 2008, on pensait que c'était les banques, hein, on disait too big to fail des banques, et là aujourd'hui, c'est les GAFAM. Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Netflix, Nvidia. Too big to fail, une énorme reprise, alors que dans les 15% de chômeurs qu'il va y avoir sûrement vendredi, on a sûrement des ingénieurs de la tech, on a sûrement des programmeurs, on a sûrement des informaticiens, mais le marché préfère pour le moment ignorer totalement ces signaux en se disant que la Fed vient d'injecter 2500 milliards dans le marché et que ça va résoudre tous les problèmes que rencontrent actuellement les États-Unis. Donc on verra ça dans les semaines en temps voulu. Si les investisseurs ont eu raison ou une nouvelle fois se sont montrés très optimistes, et dans ce cas-là, le risque de dégringolade derrière pourrait faire très mal. Concernant le Forex, on va passer avec l'USD CAD. L'USD CAD dans un range, finalement, on est dans un range entre 1,4250 et 1,3880. On a cassé notre oblique ici, qui permettait un peu de cadrer cette phase de correction. On casse, pullback dessus. Bon, je préfère intervenir, comme vous le savez, sur la borne haute ou sur la borne basse, hein, étant donné que le but du jeu, c'est de faire un ping-pong entre ces deux niveaux et d'attendre la cassure pour aller chercher des niveaux clés inférieurs, comme ce seraient les 1,3770 ou une accélération en direction des 1,4550. Et pour le moment, même en données 4 heures, même en données 4 heures, il ne se passe pas grand-chose. Voilà, on vient prendre appui sur l'ancienne borne du canal, on a vu cette épaule tête épaule, mais l'objectif n'a pas été atteint, théorique, et puis pour le moment, bon, on vient de casser notre oblique, on tente un pullback dessus, et peut-être qu'on va aller chercher les 1,4250. Et ici, ça deviendra intéressant si on a un changé de retournement, une divergence, ou avec un de vos indicateurs, un signal qui permettrait de déclencher un retournement baissier. Dans ce cas-là, ce serait d'aller chercher, le milieu du range et la borne basse. Et dans le cas contraire, en cas de cassure, une accélération permettrait d'aller chercher les 1,4550. L'euro USD dans un range, de toute façon le Forex c'est un marché de range. Là ça devient intéressant étant donné qu'on s'approche de la borne basse. On a pas mal de chandeliers, d'hésitations, une Tenkan qui est assez éloignée de sa Kijun, ça commence à devenir intéressant, on pourrait avoir une divergence Tenkan Kijun pour essayer de recoller au prix. Le NFP risque de donner le tempo justement sur cette paire, donc se positionner avant un NFP ou même pendant un NFP, c'est pas ce qui est le mieux, surtout avant un week-end en plus. Car on risque d'avoir pas mal de volatilité. C'est vraiment le catalyseur de la semaine, et là, c'est ça qui va donner un coup de fouet au marché, enfin. Mais oui, on est sur un gros niveau, vous le savez, c'est un niveau que je surveille, c'est les 1,0780, hein, couplé avec notre oblique baissière de très long terme. Voilà. Et juste ici, hein, donc 1985, 2000, 2016 et 2020. Donc on est sur une oblique haussière de très long terme. Voilà, et avoir un excès ici, ce serait profitable pour une nouvelle fois mettre en place une stratégie de trading range. Effectivement, là,
ça devient intéressant. Ça devient intéressant, on est proche d'un 0,78. Donc, faut-il attendre une clôture journalière ou affiner avec une clôture 4 heures? En tout cas, on a de l'hésitation là. Ici, effectivement, on a pas mal de doji, comme vous pouvez le voir, ça hésite. Et là, Kijun ne suit pas les cours. Un peu dans cette phase de divergence Tenkan-Kijun, vous voyez. Un peu comme ici, Kijun se met à plat et Tenkan monte, ça fait une divergence et les prix reviennent coller. Et là, j'ai le sentiment qu'on pourrait avoir aussi ce même schéma, ce même processus. Toutefois, ce qui m'embête, c'est le NFP de vendredi, mais qui pourrait profiter à l'euro, logiquement. En tout cas, on est sur un niveau technique. Vous connaissez la méthode du ping-pong de la stratégie de trading range. Et on s'approche d'un niveau clé. En tout cas, là, ça peut être une zone d'intervention intéressante par ici, plutôt que ici à 1,0850 où on est complètement au milieu du désert. Il faut intervenir sur des niveaux techniques clés. Et là, c'est les 1,0780, 1,0750 pour moi sur l'euro ou les indices. L'euro AUD. L'euro AUD, pareil, on a le twist du nuage qui pourrait nous annoncer un nouveau range à venir, une nouvelle fois sur cette paire. Nuage complètement à l'horizontale, donc si on devait une nouvelle fois tracer le range sur cette paire, eh bien, on obtiendrait ceci. Voilà, je vais même prendre un peu plus loin du coup. Voilà, parfait. Un nouveau range pourrait s'installer sur l'euro AUD, ici. Donc pareil, c'est même schéma, attendre un retour sur la borne basse. En plus, ce qui est intéressant de voir, c'est que la borne basse, comme par hasard, correspond à un niveau de support, les 1,66. Si je me mets en daily, voilà, les 1,66, c'est un gros niveau, c'est un top de 2018, janvier 2018-2019, ici, une nouvelle fois ici. Donc on est sur une zone de polarité, de moyen terme, mais le marché a envie de retourner sur ce niveau-là. Pareil, la stratégie reste la même, on a identifié cette zone de support de moyen terme à 1,66 et grâce à l'indicateur Ishimoku qui nous avertit d'un potentiel twist à venir, enfin du moins d'un twist et d'un nuage qui se met à l'horizontale, d'avoir un range. Et pareil, d'intervenir sur la borne basse du range ou la borne haute et d'attendre un changement de retournement, comme ici avec cette petite divergence qu'on avait eue, que j'avais évoquée dans les stratégies bourse, voilà, avec un avalement ou un avalement baissier. Donc, soyons patients et attendons voilà, la réaction des prix sur un niveau clé. Et là, ce serait voilà, notre support ou la borne haute pour tenter de viser la borne opposée et de faire une stratégie de ping-pong ou d'attendre la cassure. Là, par contre, si on casse la borne basse, on pourrait aller chercher les 1,6340. Et si on casse la borne haute, là, on déclencherait dans ce cas-là un double bottom. On fait un premier creux, on monte, deuxième creux, si ça repart et que ça casse, c'est direction les 1,7670. Enfin, pour terminer le forex, on va s'intéresser à l'euro face au yen japonais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé cette paire, mais là, en fait, on a inscrit des nouveaux plus bas. La dynamique de fond est baissière, à moyen terme, le yen va se renforcer, l'euro, la zone euro est complètement fracturée actuellement avec le Covid-19, donc l'euro plonge, le yen, lui, c'est une valeur refuge, donc les investisseurs se couvrent en achetant du yen. Même avant le Covid, l'euro évoluait à moyen long terme dans une dynamique de fond baissière. Et là, on est en train de casser un support, voilà, c'est les 115,20. Vous voyez, si je dézoome, les 115, non, là je suis un peu trop haut. Voilà, c'est un niveau qu'on a travaillé juste ici, là. Vous voyez toutes ces mèches
Là, une accumulation de mèches en 2010, donc c'est un gros niveau, hein. Ici, on voit qu'on a pas mal de mèches. Accumulation de mèches. Ici, pareil, on a fait un joli, on est venu prendre appui une première fois ici en 2017. Et là, on est dessus, on est en train de casser. Donc je me dis, attention, risque de dégringolade dans ce cas-là sur le bas du canal à moyen terme, en fait. Si je me mets en journalier, voilà, là on voit bien. Voilà, là ça casse, on l'a cassé en tout cas. Il faudra attendre la clôture hebdomadaire, mais on a cassé ce point bas ici. On est sur des plus bas. Grosse cassure, pour le moment pullback. On tente de faire le pullback, sauf si on sauve ce support en hebdomadaire, étant donné qu'on était sur une unité longue, hein, on était en hebdomadaire. Donc c'est quand même préférable d'attendre la clôture hebdomadaire pour confirmer la cassure du support et pas tomber dans le bear trap, hein, le piège baissier sur mèche, au final ça repart. Mais voilà, on inscrit sur la semaine, on a inscrit des nouveaux plus bas là, annuels, en tout cas sur cette paire. Et c'était quand même un gros niveau de support et on pourrait dégringoler. On pourrait dégringoler en fait. On pourrait dégringoler, on est dans un canal baissier et logiquement aller chercher la borne basse. Et la borne basse, ce serait le support, hein. Voilà, là on a un magnifique niveau de support à 111,15 couplé avec la borne basse. Et ça pourrait faire un très joli mouvement en swing, mais là on serait vraiment sur une optique de moyen terme pour viser la borne basse du canal baissier qui cadre la dynamique des prix depuis 2018. Concernant le gaz, bull trap, joli bull trap sur le gaz. Belle bougie flux, c'est retombé, hein, étant donné qu'on a quand même une correction des cours du secteur voilà, de l'énergie, du secteur pétrolier. Donc voilà, typiquement bull trap, hein, belle bougie flux, ça casse et derrière, boum, ça retombe. Voilà, c'est un niveau de résistance, c'est retombé, c'est les 2,04. En hebdo, il me semble, c'était la Kijun. Voilà, c'est la Kijun. C'est la Kijun. Hein, c'est la Kijun qu'on est venu chercher ici. Bon, bah, on a buté dessus. Et il fallait casser ce niveau pour espérer aller chercher les 2,47. Pour le moment, c'est pas invalidé, mais c'est vrai on voit clairement le magnifique bull trap qu'on a eu sur le gaz. Voilà. Typiquement, on casse, on repasse dans l'autre sens. Après, on a toujours cet oblique. Voilà. Pour le moment, je vous le disais, on a un rounding bottom ici. Bon, c'est dommage que là, quand même, le marché envoie un signal, Chikou tentait de sortir, et là, boum, ça réintègre. Donc, ça coince. Après, on a cette petite oblique qui permet un peu de cadrer un peu la reprise. Mais il faut vraiment qu'on repasse au-dessus de la résistance. Si on casse l'oblique, là, on va retomber. Si on casse l'oblique, on va retomber sur les 1,0780, je pense. 1,0780. Et finalement, ça risque de consolider. Et on pourrait avoir un range un peu, vous voyez, ici, quoi. Là, on voit qu'on a une accumulation. Là, c'est ça, ça ressemble à un rounding bottom, mais on voit qu'on a plein de points de contact ici, et que là, c'était bull trap, ça repart, et que si ça casse, bon, bah, enfin, si ça casse, oui, si ça casse l'oblique, et que là, on réintègre quand même ce niveau, on a quand même une belle bougie flux, et bien, c'est d'aller chercher les 1,76 et ça retombe. Donc un peu, voilà, le dernier rempart, c'est un peu cet oblique qui permet d'un peu de cadrer tout ça et de se dire, bon, bah, si ça casse, effectivement, on va retomber plus bas, et inversement, si ça part au-dessus, on peut entrevoir en tout cas une dynamique un peu plus haussière en direction des 2,50. Le Brent, on va faire le gold hein, quand même pour faire un point de marché, étant donné qu'on se revoit que lundi. Mais le scénario n'a pas changé, hein. Sur le gold, on est toujours dans la même situation d'un triangle. Ça consolide. Donc, rien à dire, si ce n'est, bon, bah, on a travaillé toute la semaine la zone des 1700, ce serait bien de repasser au-dessus quand même, mais, mais j'ai l'impression qu'on consolide en fait. Voilà, c'est un triangle. J'hésite encore à ajuster ce triangle, presque, on pourrait presque le mettre comme ça. Vous voyez, on a plus de points de contact.
il est compliqué en ce moment, l'or. Au début, on était dans un range, on est passé dans un triangle. Et là, on pourra avoir aussi en fait un triangle. On a plus de points de contact si je prends cet oblique-là. Du coup, ça me perturbe un peu tout ça, mais ça consolide et je m'attends à un gros mouvement là qui devrait partir dans les semaines, les jours à venir. Ça va déclencher un mouvement. Un gros mouvement, soit en direction des 1008. Mais là, voilà, ça temporise, on est compressé là dans ce niveau technique et si ça sort par le bas, voilà, il y aura un rallye qui va se mettre en place en tout cas sur le gold. Faut être patient pour le moment et attendre un retour à la limite sur la borne de base ou complètement la sortie de la figure pour se positionner et accompagner le flux. Le Brent. Le Brent a reculé avec les stocks hier. Bon, là, on prend quand même 6%. On bute sur les 32. Les 32, c'est un niveau de prix important, il me semble. Ouais, c'est un peu le niveau qu'on avait eu là sur le Brent. La divergence se valide en tout cas. Pour le moment, elle est validée. Il faudra attendre aussi la fin de la semaine. On valide une divergence. Donc, pareil, on est dans le même schéma que sur les indices, hein. Les investisseurs sont euphoriques sur le pétrole actuellement. Ils sont passés d'un pétrole en territoire négatif à limite 10 dollars sur le WTI, un pétrole à 26 dollars, 25. Donc un rallye sur le WTI de 106% en seulement 6 séances. Donc on passe d'une peur extrême à une euphorie extrême. Encore une fois, hein, les psychologies des investisseurs démontrent bien parfois, eh bien, j'ai envie de dire que c'est un peu risible, hein. On passe d'une peur extrême à une euphorie extrême. Il n'y a pas de demi-mesure, si vous voulez. Et le pétrole, les signaux techniques plaident en faveur d'une poursuite du rebond, mais une nouvelle fois, les fondamentaux ne sont pas au rendez-vous sur le marché pétrolier. Et en daily, oui, bon, bah, on est sorti de ce canal baissier, pullback, mais on est sur un gros niveau, hein, les 32, et on va être capé par le nuage derrière. Donc pareil, attendons la fin de la semaine. Mais sur le pétrole, on a quand même pris, là on a pris 57%. Bon, c'est intéressant que le RSI passe au-dessus de la zone des 50. C'est vrai que là, c'est intéressant, ça me montre que ça pourrait poursuivre en fait. Et s'il repasse sous les 50, là, je serais un peu inquiété, puisque oui, on a validé une divergence en soi. La divergence, ouais, on n'est pas, voilà, l'indicateur est pas repasse au-dessus des 50 entre les deux creux. Donc là, il y a une divergence qui a été validée, hein. Clairement, on voit que ça reprend. Mais si ça repasse sous les 50, attention au piège, ça voudra dire que la divergence est tombée, enfin, et est à bout de souffle, tout simplement. Et la hausse est quand même belle sur le pétrole. Le rebond est quand même beau si on prend le WTI, pour faire un parallèle. Le WTI en 7 séances, du coup, c'est 106% de hausse. Voilà, 111. 111 en 9 séances, quasiment. Sans compter le cours de clôture de celle-là, donc ça fait 8 séances. Bref, 106%, ce n'est pas 110%, c'est pas rien, c'est énorme. On passe d'un marché, ici on était à 6, on est allé chercher un territoire négatif sur les chances des futurs, à un marché qui reprend 106%. Donc, comportement complètement irrationnel, encore une fois, des investisseurs. Hein, les marchés, faut pas toujours chercher à comprendre la logique des marchés. Parfois, il n'y en a pas du tout. C'est des comportements irrationnels. Un excès de panique, un excès d'euphorie. Voilà, comme ça qu'il faut interpréter les marchés. Et, et on est sur un niveau, on est sur une résistance, les 26, c'est une résistance mensuelle. On va mettre en mensuel, on va peut-être. Voilà, les 26, vous voyez que c'est le point qui a été tapé ici. Donc c'est vrai qu'avec l'Ishimoku et les niveaux de résistance, c'est compliqué. Mais voilà, c'est ce niveau-là, on le voit bien, de 1997, ici, qui a été travaillé.
et qui a été travaillé aussi là l'alignement des creux durant 2002-2003. Donc on est sur une résistance et janvier 2016. Donc en fait on attaque une résistance mensuelle. Donc on est quand même sur un gros niveau technique, on a pris 110% en 8 séances, donc ça aussi il faut faire un parallèle en se disant oui le pétrole est tombé bas, mais oui le pétrole peut aller en territoire négatif, et oui le pétrole vient quand même de faire un rebond de 110% en seulement 8 séances. Donc j'invite à la prudence, si vous étiez acheteur sur le pétrole, eh bien remontez vos stops, vous prenez quelques bénéfices, hein, étant donné que voilà, le rebond était beau, il ne faut pas être trop gourmand non plus, pas être trop cupide, savoir encaisser ses gains et attendre un repli éventuellement pour se positionner, mais faire attention euh, au retour. On va dire, le retour du bâton peut être aussi très violent sur le pétrole et on pourrait très bien retomber à 18 au cours des prochaines semaines ou des prochaines séances. Pour terminer, le Bitcoin, j'allais l'oublier. Eh bien, le halving va avoir lieu. Je considère que c'est un non-événement. J'ai l'impression que c'était vraiment acheter la rumeur et vendre la nouvelle. On verra, mais je m'attends pas à une hausse du BTC de 10 000% et de 2500% comme en 2012 et en 2016 suite à ça. Ça s'était pas fait en 3-4 jours, après ça s'est fait sur le long terme. Mais on était sur un Bitcoin à 50 dollars la première fois, et la deuxième fois on était sur un Bitcoin à 450 dollars. Là on est sur un BTC à 9300 dollars, donc évidemment il va pas prendre 2500 voire 10 000% comme les précédents halving, si on compare voilà, la configuration, quand le protocole avait eu lieu sur le BTC, ce sera pas le cas ici. Et pareil, hein, depuis le creux du mois si on prend le creux à la clôture pour mesurer la performance, donc depuis 13 mars, bon, bah, on prend 100%, on prend 100% aussi, c'est pas rien, il faut faire un parallèle en se disant oui, on entendait parler du halving depuis le mois de mars, bon, bah, on a pris 100%, donc on achète la rumeur, on vend la nouvelle, c'est peut-être aussi un non-événement finalement, et bizarrement, ça intervient sur la zone de polarité des 9600, des 9300. Donc il va forcément falloir casser cette zone pour aller chercher un peu de hauteur. Euh, Moi qui suis un peu pro crypto-monnaie, oui, je n'écarte pas, je ne serais pas choqué d'avoir dans 2 ou 3 ans un Bitcoin comme je le dis souvent, mais ça ne me choquerait pas d'avoir un Bitcoin à 50K. 50K dollars le BTC, je ne serais même pas choqué de voir ça. Mais je ne serais pas choqué aussi de voir un BTC retomber à 2000. C'est un marché qui a besoin de mûrir, tout simplement. C'est un marché jeune. La capitalisation des crypto-monnaies, il me semble, elle dépasse même pas les 1000 milliards. Donc c'est rien du tout. C'est une goutte d'eau pour le moment, le marché des cryptos. Mais la technologie est belle. La blockchain est une véritable révolution digitale ou technologique. Mais c'est un marché qui a besoin d'être démocratisé, qui a besoin de grandir, qui a besoin de mûrir et qui a besoin de susciter encore plus l'intérêt des particuliers et des investisseurs. Et avec le temps, peut-être qu'on aura un BTC à 50K, voire 100K, je ne serais même pas étonné. C'est du jamais vu dans l'histoire de passer de 0 à 20 000. Bon, c'était du jamais vu dans l'histoire, un actif qui passe de 1 dollar à 20 000 dollars. Et là, on avait un rush complet, donc peut-être c'était une bulle, mais en soi, c'était du jamais vu dans l'histoire. Donc avoir un BTC derrière à 50 000, il faut prendre du recul, une nouvelle fois et de se dire, très bien, si je regarde le BTC en logarithmique, bon bah, voilà, en logarithmique, c'est haussier, hein. Ah, on va vous parler de la bulle ici en 2017. Je ne sais même pas où elle est. Par ici, mais il se passe. Voilà, ici. Si je prends du recul, vraiment, que je me demande, c'est rien en logarithmique. Donc en fait, ça dépend sous quel angle vous regardez la chose, comme à chaque fois. En mensuel, on est dans un range. On a un énorme range entre 14 000 et 3002 en fait. Et là, on se dit, bah, super. Et c'est haussier. En fait, en logarithmique, on regarde, bah ouais, c'est haussier le BTC. Donc ça dépend de sous quel angle. Et on se dit, bah, si on sort de ce range par le haut, avoir un BTC à 50 000,
Je parle vraiment sur une optique de très long terme, ce serait pas pour 2021, ce serait peut-être pour 2022, 23, 24, mais ça permet vraiment de, voilà, parfois, sur du très long terme, c'est intéressant de se mettre en logarithmique, ça permet de prendre du recul et de se dire, bon, bah, finalement, oui, si je regarde en logarithmique, théorie de dos, des plus bas de plus en plus haut, donc c'est haussier. Mais en linéaire, logarithmique, vous regardez ça sur du très long terme, oui, en échelle linéaire, forcément, on voit que c'est pas tout à fait la même chose. Mais ça permet de prendre du recul et de regarder ça sous un autre angle. Et c'est intéressant, justement, quand je regarde, pareil, des actions Microsoft, Apple, ou même des indices sur du très très long terme, il faut prendre du recul en regardant le logarithmique. Et ça permet de voir le graphique sous un autre œil. C'est très intéressant. Toutefois, là, on approche des 9300, 9600. Donc oui, il faut casser ça. Et puis si on échoue, on ira chercher la Kijun et le bas du canal vers les 8000, 8200. Et puis si on casse, on retombera plus bas. Mais voilà, le BTC se trouve à la croisée des chemins, oblique baissière, zone de polarité. Soit ça casse, on va plus haut, soit on échoue une nouvelle fois et on part dans une phase de repli sur des niveaux de support. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour rappel, il n'y aura pas de briefing des marchés demain étant donné que c'est férié en France. On se retrouvera donc lundi pour faire un point complet sur les marchés. N'oubliez pas de vous inscrire aussi pour mardi prochain pour les stratégies bourses, comme d'habitude tous les mardis à 14 h, ou bien pour la partie 2 des figures chartistes qui aura lieu le 20 mai à 14 h. Sur ce, soyez prudents sur les marchés, surtout avec le NFP demain à 14 h 30. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades, un excellent week-end à venir. Soyez prudents et on se retrouve lundi pour faire un nouveau point sur les marchés.